Alors maintenant que tu as compris comment t'organiser à monter ton année d'entraînement, quel volume? Quel volume un basketteur? Alors, ça va être compliqué de répondre à tout le monde, hein, parce que, donc là, si tu as des questions spécifiques par rapport à ton niveau de jeu, n'hésite pas. Je vais essayer, hein. Je vais essayer de répondre à cette question, mais tu imagines bien que ça va dépendre des paramètres suivants. Ça va dépendre de ton niveau de jeu, ça va dépendre de ton background d'entraînement, c'est-à-dire comment tu t'es entraîné avant, quel volume, quelle était la charge de tes entraînements. D'accord? Je te donne un exemple. Si tu t'entraînais jusqu'à maintenant 6 heures par semaine, n'espère pas alors attention, hein, moi je raisonne toujours sur l'année. Tous les jours, hein, tous les jours. N'espère pas passer tout de suite à 12 heures par semaine. Parce que là, il faut que tu comprennes quelque chose. Ton corps mémorise tout, y compris la charge d'entraînement. C'est-à-dire, c'est quoi la charge d'entraînement? C'est ce que tu lui as fait subir. D'accord? Le nombre d'heures qu'il est habitué à s'entraîner. Tu ne peux pas demander à un débutant d'avoir la charge d'entraînement d'un joueur NBA, que ce soit physiquement ou mentalement. Il faut des années de travail afin que ton corps acquérisse la capacité de supporter la charge d'entraînement d'un joueur NBA. C'est à force de t'entraîner que tu peux t'entraîner plus et que tu peux donc ensuite subir des charges d'entraînement plus importantes. Ça ne peut pas se faire tout de suite. Donc ça, note-le, tu dois prévoir quelque chose d'équilibré, quelque chose qui évolue dans le temps. Par exemple, prévois par exemple au début de ton année une charge d'entraînement moyenne, et puis au fur et à mesure des mois, tu peux augmenter. Moi, je te conseille plutôt de le faire, de le prévoir dans ton planning, mais de le faire en fonction aussi de comment ton corps réagit, comment ton état de santé se comporte, en fonction aussi de ta vie sociale. Il faut prendre en compte tous les paramètres. Est-ce que je suis tombé malade? J'ai fait un mois d'entraînement avec 10 heures par semaine. Est-ce que je suis tombé malade? Est-ce que j'ai beaucoup de courbatures? Est-ce que je pense que je suis capable de passer... J'étais à 10 heures par semaine, chaque semaine. On ne réfléchit pas en mois, parce qu'un mois, il y a 4 semaines et demie. Donc c'est un faux ami. Il faut réfléchir en semaine. J'étais à 10 heures par semaine. Est-ce que je peux passer à 11 heures par semaine sur le mois d'octobre? Est-ce que je pense que mon corps va le supporter? Ou alors peut-être je rajoute juste, 30 minutes. C'est 30 minutes de plus. Voilà, ne pas être forcément trop gourmand. Écouter son corps. Peut-être aussi que tu peux mixer, c'est-à-dire que tu peux avoir des mois avec une forte charge, passer à 12 heures par semaine, et puis pendant un mois redescendre à 8 heures par semaine. C'est possible, hein? C'est pas... tu sais, le nombre d'heures, il faut faire attention. On en parlera après, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que je mets à l'intérieur.
Ok, c'est bien, je m'entraîne 10 heures par semaine, d'accord. Mais il y a quoi dedans? Parce que entre 10 heures par semaine à faible intensité et 10 heures par semaine à haute intensité, c'est pas la même charge de travail. Ah, c'est pas du tout la même charge de travail. Je vais te donner un exemple qui n'est pas dans le basket, qui fera plaisir à certaines personnes du premier cercle. Je me suis beaucoup entraîné en musculation lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Et donc je lisais beaucoup de bouquins où évidemment c'était toujours des pros qui étaient mis en avant et comment dire, les magazines de fitness, Musclé Fitness et compagnie, les interviews, c'est toujours les interviews des pros, ils ne vont pas interviewer les clampins. Et j'avais été assez étonné parce que je voyais des gens dans ma salle où moi-même je m'entraînais quand même beaucoup. Écoute, si je me souviens bien, j'arrivais facilement à faire 10 heures de musculation par semaine, de séances. Donc peut-être 5 séances de 2 heures, tu vois, quelque chose comme ça. Et j'avais lu un article sur le volume d'entraînement et les pros disaient mais moi, je fais 2 séances par jour, mais je fais jamais plus que 1h30 de séance. Le gars, il avait des bras. Il avait des bras, c'était 10 fois les miens. Et oui, mais parce que là, moi à l'époque, je ne connaissais pas l'intensité du basketball aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, je connais. Lui, c'est 90 minutes de séance. Il n'y avait pas de pause. Je ne sais pas si tu as déjà fait une séance de musculation, mais une séance de musculation, entre les séries, tu as des temps de pause. Entre un appareil, tu as des temps de pause. Ces gars-là, les pros, ils connaissent tellement bien la salle où ils s'entraînent et ils ne perdent pas de temps. Et en fait, ils avaient très peu de temps de pause et ils avaient une concentration énorme qui faisait qu'ils faisaient des séances très très lourdes d'1h30, mais ils étaient au taquet. Je veux dire, ils ne pouvaient pas faire plus. Mais l'intensité, ça devait être juste de la folie. Donc si tu veux, il faut faire attention quand on parle du nombre d'heures d'entraînement. Quand un joueur qui me dit « moi je me suis entraîné 6 heures sur un playground » et puis un joueur NBA qui me dit « j'ai fait 2 heures de séance de tir ce matin », je pense que la qualité et l'intensité de travail du joueur NBA avec ces 2 heures de tir sur quelque chose qui n'est pas forcément hyper intensif, le tir, je pense qu'il n'y a même pas photo. Entre 6 heures de playground à jouer contre des mecs qui ne défendent pas et 2 heures d'intensité de tir d'un joueur NBA, il n'y a pas photo. En termes de qualité de travail et de quantité de travail et d'intensité de travail. Donc, il va falloir que tu fasses très attention dans ta planification à aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces séances. Ok? Mais bon, restons sur le volume. On va parler de la qualité après. Je ne suis pas... Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je n'aime pas dire, voilà, un U11 doit s'entraîner tant d'heures, un U13 doit s'entraîner tant d'heures. Je pense que ce n'est pas un bon mode de réflexion parce que
Si tu veux t'entraîner comme la masse, tu réfléchis comme ça. Ouais. Ouais, mais regarde tous les joueurs NBA que tu connais. Regarde, prends les joueurs français. Hein. Ils ont tous une maturité supérieure très très jeune. Ça veut dire qu'ils ont toujours été surclassés. Ça veut dire qu'ils ont toujours été en avance. Tony Parker est rentré au pôle 1 an en avance. Quand il est arrivé au pôle au centre fédéral de basketball, il avait 1 an d'avance. Tiens, comme par hasard, meilleur joueur français avec le meilleur palmarès en NBA est rentré 1 an d'avance avant Boris Diaw, Ronny Turiaf. Hein, ils étaient plusieurs joueurs NBA dans cette promotion-là. Oui, oui, mais lui, il avait 1 an d'avance. Donc, juste cet exemple-là, et je peux t'en trouver plein, si tu penses qu'il faut caler tes heures en fonction de ton âge, t'as faux. Il faut caler ton nombre d'heures, ton volume d'entraînement par semaine en fonction de toi et l'adapter à ce que après tu es capable de faire. Et il y a aussi des problématiques physiologiques. Jusqu'à U12, notre corps, U13 à peu près, enfin en tout cas, pour simplifier, avant la puberté et après la puberté, ton corps ne fonctionne pas de la même façon. Tu peux avoir un U11 qui va s'entraîner autant que toi et qui va paraître moins fatigué alors que toi tu es U15. Je le vois sur tous mes camps. Le U11 va saturer au niveau concentration, mais au niveau physique, un U11, toute la journée, il court. Un U15, au bout de 2 heures, il commence déjà à boitiller. Au bout de 4 heures, il commence déjà à avoir les mains sur les hanches, les mains sur les genoux, pardon. Au bout de 6 heures, il est lessivé. Pas le U11. Le U11, il n'est pas lessivé, lui, au bout de 6 heures. Il peut faire 8 heures, le U11. J'ai testé, hein. Mais c'est parce que sa physiologie est différente. Ses filières aérobiques et anaérobiques ne se sont pas développées de la même façon. Enfin, elles ne sont pas développées. Il n'a pas... C'est un corps d'enfant. Hein. On ne peut pas comparer un corps d'enfant de quelqu'un qui n'a pas fait sa puberté. Et tu vois, attention, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié au moment où tu vas faire ta puberté. Tout le monde ne la fait pas en même temps. Il y a des gens qui sont en avance sur leur croissance et d'autres qui sont en retard. Il peut y avoir 3 ans de différence. Tu as des joueurs à 14 ans qui peuvent ne pas avoir commencé leur grande poussée de croissance et d'autres qui ont fini. Tu as des joueurs de 14 ans qui peuvent avoir un corps d'adulte avec de la pilosité. Garçons et filles, hein, c'est la même chose. Hein. Alors, c'est pas la même chose, je veux dire, c'est la même problématique, ce n'est pas les mêmes âges. Les filles, ça commence plus tôt et ça finit plus tôt. Les filles deviennent pros à 16 ans parce qu'à 16 ans, elles ne grandissent plus, c'est terminé. Elles ont déjà un corps de femme et elles ne bougent plus. Il y a des joueurs à 16 ans qui grandissent énormément. Je crois qu'Anthony Davis a pris 20 cm à 16 ans. Mais ce n'est pas étonnant. Je veux dire, ça arrive fréquemment. Michael Jordan, c'est à 15 ans où il a pris 10 cm. Donc, voilà, il y a une différence, mais ça tu peux trouver des documents. Voilà, mais en gros, ça marche comme ça. Et donc, c'est ça qui se joue. Réfléchir en termes d'âge, ça n'a aucun sens, vraiment. Aucun. Il faut être plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable de produire, où est-ce que j'en suis physiologiquement. Est-ce que j'ai
Est-ce que je suis avant ma puberté, pendant, après? Pendant, par exemple, il faudra faire attention à mieux s'étirer, à commencer à s'étirer, à faire attention aux petits bobos, aux douleurs de croissance, pour se mettre un peu plus au repos. Mais nous allons revenir sur ces points-là. Donc, ne pas réfléchir en termes d'âge, mais réfléchir par rapport à toi. On est dans la performance. Qui dit performance dit travail individuel, dit réflexion individuelle. Tu ne peux pas avoir un mode de réflexion collective sur une problématique individuelle. C'est pas possible. Dans une même équipe U15, il y a des joueurs qui ont fini leur croissance et d'autres qui n'ont pas commencé. Donc, les problématiques collectives ne peuvent pas résoudre leurs problèmes à eux. Il n'y a que toi, en réfléchissant dans la performance et par rapport à toi, qui peut savoir si tu peux t'entraîner plus ou si peut-être que tu devras t'entraîner moins parce que tu vas vers une blessure. Eh oui. Ta réflexion, ce n'est pas toujours comment s'entraîner plus, mais c'est comment t'entraîner mieux et éviter les blessures. C'est aussi la problématique qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, ma réflexion, elle va vers plutôt la qualité. Tu comprends déjà, juste le fait de l'âge, on ne peut pas réfléchir en termes de volume seulement. Et comme chaque corps ne réagit pas pareil, il faut plutôt que tu te dises, en bon chef d'entreprise, combien d'heures d'entraînement de qualité je peux faire. Là, tu vas avoir une problématique, c'est que tu ne maîtrises pas tes entraînements. C'est-à-dire qu'une séance collective avec ton équipe, c'est un coach qui la dirige. Ce coach-là va faire des choix et se dire « Tiens, ils ont fait un mauvais match, aujourd'hui je vais leur mettre une séance de physique. » Ah, ils sont fatigués, l'entraînement de vendredi, je vais faire une séance de tir à faible intensité. C'est pas toi qui décides de ça. Eh oui, mais tu es chef d'entreprise, donc il va falloir que tu t'adaptes. Tu ne pourras pas t'adapter à l'avant. Essaye, hein. Tu peux demander au coach, pourquoi pas. Tu peux demander au coach comment il s'organise et à quel moment tu peux lui demander à quoi va ressembler sa séance. Ou si c'est tout le temps pareil, et les coachs ils ne se cassent pas la tête, hein, c'est tout le temps pareil. C'est pas en termes de comment dire. Je ne parle pas du contenu vraiment des exercices, tout ça. Je parle pareil au niveau de l'intensité. Il y a des coachs, il n'y a aucune variation d'intensité entre les séances, il n'y a aucune adaptation avec qu'est-ce qui s'est passé en match. Voilà. Et puis il y a des coachs où d'une séance à une autre, ça va être très variable. Parce que peut-être ils vont s'adapter à ce qu'ils ont vu sur le terrain. Tu as des coachs qui vont monter le niveau d'intensité en fonction de hop. Tu as des coachs qui de toute façon ne savent pas c'est quoi l'intensité, donc il n'y aura jamais d'intensité. Bon, il va falloir que tu aies le plus d'informations possible pour savoir les entraînements que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire en gros toutes les séances collectives. Il va falloir que tu saches qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir toi t'organiser et construire autour de ça tes autres séances. Je te donne un exemple. Si tu as 2 entraînements d'équipe avec 2 équipes différentes, c'est-à-dire 4 séances de 2 heures par semaine, d'accord ?
Tu as les informations, ça fait un mois, par exemple en septembre, tu as fait ça, tu as fait 4 séances à chaque semaine, machin. Et là, tu te dis, je peux faire plus. Je peux faire plus, en plus de ça. Il y a tel coach là, il ne fait jamais faire de tir. Il y a tel coach là, il ne fait jamais faire de dribble. Il faut que je me rajoute 1 heure de dribble par semaine ou 1 heure de tir par semaine. Et je sais que le mercredi, il n'y a pas de séance. Je peux peut-être trouver un bout de gymnase. Je peux peut-être aller sur mon playground. Faire 1 heure de plus. Tu vois, c'est ça le mode de réflexion qu'il faut avoir. Tu ne peux pas maîtriser les entraînements, mais du coup, tu as une vision des choses, tu as des éléments, d'accord? Et toi, tu te dis, ok, si c'est pareil au mois d'octobre, c'est pas suffisant. Je fais pas assez de tir. Il faut que je me rajoute 1 heure de tir le mercredi. Ça, c'est une réflexion de chef d'entreprise. Et tu vois que ça va devoir s'adapter en fonction du temps. Évidemment, il peut y avoir des incidents. Tu ne peux pas tout prévoir. Oui, ça serait trop facile. Il y a une séance d'entraînement qui est annulée. Parce que le coach est malade ou cette semaine il n'y a pas de match, du coup on a un entraînement de plus. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Mais ça c'est la vie. Hein. La vie, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Mais tu comprends bien que si tu t'es organisé comme un chef d'entreprise, déjà, tu es moins pris au dépourvu que les autres qui n'ont rien planifié du tout. Et toi, tu as prévu un plan B au cas où il y a une séance qui s'annule. Tu as toujours un plan de repli dans un gymnase où tu peux t'entraîner tout seul. Eh oui, parce que tu as bien pensé ton truc. Et donc, ça n'interférera pas sur le nombre d'entraînements. Parce que quelqu'un qui prévoit rien et qui subit les entraînements de la seule équipe qu'il a, et bien quand il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement. Et il se retrouve comme un con. Toi, non. Toi, tu es en mode gestion d'entreprise. Il y a un entraînement qui saute. Toi, tu as un plan B avec une 3e équipe où tu peux aller t'entraîner ce jour-là. Eh ouais. Donc, tu comprends bien que déjà, l'influence sur ton volume de semaine et à l'année est important si ton mode de réflexion, il est adapté. Et il est en mode chef d'entreprise. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut privilégier la qualité au volume? Pour moi, je crois que la question ne se pose même pas. Je préfère voir des joueurs qui sont dans la qualité sur 30 minutes de séance que plutôt voir des séances qui s'éternisent et qui ne riment à rien. Je vais même aller plus loin. Moi, en tant que traîneur pro aujourd'hui, chaque répétition de chaque exercice doit être dans la qualité de travail. C'est pas grave si tu as des séances courtes. C'est pas grave. Je te rappelle, si tu te souviens du cours de la séance, sur comment ça s'appelle? Sur le travail, que l'étymologie du travail est dans la négativité. Eh bien, il y a tout un courant de pensée qui part un petit peu de ce cadre-là, du monde ouvrier français, sans doute dans d'autres pays aussi. Les Chinois, je pense, sont un peu comme ça aussi, qui sont persuadés que il faut travailler beaucoup pour pouvoir avoir du résultat.
Eh ben, détrompe-toi. J'en reviens à mon bodybuilder. J'en reviens à des sportifs de haut niveau. Tu vois, je pense qu'un Teddy Riner qui est 10 fois champion du monde, des sprinteurs, des athlètes champions du monde au sprint, tu serais étonné de leur volume de travail. Il privilégie les séances courtes à haute intensité, à haute concentration, que plutôt un gros volume de travail. Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la qualité de travail. Donc, je te conjure de faire ça. Privilégie chaque répétition. Tu auras une meilleure qualité de travail. La concentration est primordiale. Ta concentration sur chaque répétition t'amènera de la qualité. Ton intensité sur chaque répétition t'amènera de la qualité. Ça va peut-être donner une séance d'1 heure sur des fondamentaux de 1 contre 1. Si tu la fais à fond, eh ben c'est une très bonne séance. Le sportif de haut niveau, quel que soit le sport aujourd'hui, il est dans ça. Tu sais pourquoi? Parce que le problème pour lui, c'est que son heure, là, c'est 60 minutes à haute intensité, quel que soit son sport. Il ne va pas la faire 3 fois par semaine. Il va la faire tous les jours. Parce que ça va devenir sa routine. Toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as 10 minutes de routine de dribble par jour. Ok? La routine de Teddy Riner, c'est peut-être 90 minutes à hyper haute intensité en judo tous les matins. Et l'après-midi, c'est 90 minutes, une grosse séance de musculation. Sauf que Teddy Riner, ça fait 20 ans qu'il fait ça. 20 ans qu'il a optimisé son entraînement à haute intensité et qu'il le fait tous les jours. Il n'y a pas de dimanche. Mais on va revenir sur ce point-là. Donc tu dois faire très attention. Pour moi, la qualité. Alors attention, hein, c'est que arriver à une séance de qualité, tu vas peut-être mettre des années avant d'arriver à une séance de qualité. Ce sont des aspects, j'espère, on arrivera à aborder parce qu'ils sont essentiels dans le cercle, mais tu dois arriver déjà à toi-même savoir c'est quoi une séance de qualité. Versus, je me suis mal entraîné. J'ai fait 60 minutes là de dribble. Ouais, je suis content. Je pense que j'ai fait une bonne séance. Et non, je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas assez d'intensité, je ne sais pas pourquoi, je me sens fatigué, je n'étais pas concentré, j'ai fait n'importe quoi. Il va falloir que tu sois capable de te critiquer par rapport à ça. Parce que si tu veux faire de la qualité, y compris, alors là attention, hein, je parle de tout type de séance. Tu maîtriseras mieux les choses lorsque tu vas t'organiser toi-même tes séances, et je t'apprendrai à organiser tes séances, mais tu as beaucoup d'entraînement collectif. Et attention, hein, tout entraînement est important.
parce que ce n'est pas les mêmes contenus, parce que dans les entraînements collectifs, il y a beaucoup de confrontations avec des joueurs, et que peut-être dans tes entraînements individuels, tu auras du mal à trouver des joueurs qui vont défendre sur toi, ou l'inverse, comment dire, tu vas les faire tout seul. Donc ce ne sera pas les mêmes types d'entraînement du tout, mais tu peux aller vers la qualité d'entraînement dans tous tes entraînements. Déjà par rapport à la concentration. Dans 10 joueurs dans une équipe, combien sont concentrés du début à la fin d'une séance? 40%? En moyenne, 40%? 60%? Je ne sais pas. En tout cas, pas 100%. Pendant 2 heures. 5 premières minutes, peut-être 100%. Et puis, au fur et à mesure de la séance, tu as des joueurs qui ne sont plus là. Alors, tu en as qui ne sont plus là pendant 10 minutes, ils reviennent. Enfin, plus là. Mentalement, ils sont là. Leur corps est là. Leur corps s'entraîne, mais leur cerveau est ailleurs. Donc, la concentration. Tu ne peux pas avoir de qualité sans concentration. C'est pas possible. C'est même impossible. Le travail de concentration, pour moi, est hyper important. Je suis en train de travailler là-dessus. Je travaille, comme d'habitude, d'abord sur moi, et ensuite, je le répercuterai sur mes joueurs, sur mes coachs. Je ne le fais pas dans un cadre de basket parce que je ne m'entraîne plus. Je le fais dans le cadre de mon travail. Je travaille là-dessus, je me forme, et un jour, je serai capable de te sortir une vidéo complète sur la concentration. Mais de ce que je sais, et je pense que je ferai aussi une vidéo sur ma routine, ma discipline de travail journalière. Et donc forcément, je vais parler de concentration. Mais ce qui est certain, c'est que si tu n'as pas de concentration pendant un temps donné, tu ne peux pas avoir de qualité. Alors, si tu as 10 minutes de concentration par jour, tu as 10 minutes de qualité par jour. Il ne faut pas louper ce créneau-là. Tu veux un secret qui n'en est pas un? Si tu loupes les 10 minutes là où tu es concentré par jour, ta journée est foutue. Je te le dis entre nous. Ne loupe pas les heures où tu es concentré. Alors, les heures où tu es concentré, c'est pas après avoir mangé 1 kilo de nouilles et que c'est l'heure de la sieste. Ça, c'est pas la bonne heure. À toi de réfléchir aux bonnes heures. Mais encore une fois, je te ferai une vidéo là-dessus. Alors, je vais te parler maintenant de ton volume, de faire attention aux blessures. Tout à l'heure, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais effectivement, si tu veux éviter les blessures, il y a ce qu'on appelle la surcharge de travail, qui est un facteur de blessure. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. C'est-à-dire que si tu t'entraînes... Alors, bonne nouvelle, c'est que si tu t'entraînes bien, c'est-à-dire si tu t'entraînes à forte intensité, ton corps va se fatiguer. Donc là, il va falloir te reposer. Il va falloir aussi que donc tu organises tes temps de repos. Il faut bien que tu comprennes que tout est lié. Si tu es un bon chef d'entreprise, tu ne peux pas uniquement penser à tes entraînements. Attention, il faut que tu penses avoir une case où tu mets aussi dans ton planning
tes heures de repos. Et si tu t'entraînes beaucoup, il faut surveiller ton sommeil. Qui dit sommeil dit peut-être sieste, en plus des nuits de sommeil. Et oui. Et que tu dois organiser ça en fonction de ta vie sociale. Tu vas à l'école de 8h à midi, tu vas à l'école de 8h à midi. Tu ne peux pas faire du basket de 8h à midi. Et tu vas à l'école, tu engendres de la fatigue, et donc tu dois organiser tes temps de repos. Donc, tu as 3 grosses choses à organiser. Tes temps de basket, tes temps de repos, ta vie sociale. Dans la vie sociale, on va avoir école ou travail et tes repas. Et on va faire une 4e case pour les loisirs. Je rigole parce que ça ne sert à rien, les loisirs. La 4e case, elle ne sert à rien. Ah, si tu veux que les loisirs soient à bon escient, regarde des matchs de basket, discute avec des potes de basket. Comme ça, tu feras plus d'heures de basket en réalité. Parce que les loisirs, c'est une perte de temps. Pour tes objectifs, il y a des gens qui ont 10 heures de loisirs par jour. Parce que, je ne sais pas, leur objectif principal, ça doit être le loisir. Alors, en ce moment, avec la crise, il y a des gens qui font 6 heures par jour de jeux vidéo. Parce que leur objectif principal, c'est jouer aux jeux vidéo. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça dépend de tes objectifs. En tout cas, ce n'est pas le loisir qui va te permettre d'arriver à tes objectifs. Ça, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est du temps qui ne sert à rien. Pour moi, à la limite, le loisir, le 4e, là, je pense que c'est du repos. Pour moi, c'est dans le sommeil, en fait. Sommeil, repos. Voilà. Loisir, sommeil, repos, c'est le 4e truc. Alors, tu prends 4 couleurs. Tu fais une couleur pour sommeil, repos, loisir. OK ? Vie sociale, donc ça c'est les vraies choses essentielles, c'est-à-dire ton école, ton travail, les moments où tu manges. Ça peut être aussi le moment où tu prépares ton repas. Une 3e couleur pour le basket. Ah non, ça fait 3. Je suis perdu là. Ah non, il n'y a que 3. Vie sociale, basket, sommeil, repos, loisir. Oui, 3. Ah, 3 couleurs. C'est simple ça. Voilà, en gros par jour, tu as 3 couleurs. Après, à toi à aller plus loin dans tes descriptions de contenu pour bien planifier. Ça te permettra de voir déjà, de faire un état des lieux, de savoir, mais tiens, je fais 2 heures d'entraînement par semaine, par jour. J'ai 8 heures de repos. Et j'ai X heures de vie sociale. C'est intéressant d'ailleurs de voir ça. Moi, je pense que tu dois faire attention à tout ce qui est repos-loisir. Si tu veux devenir un joueur performant ou un coach performant, tu dois abaisser sensiblement le loisir, mais tu ne dois pas abaisser
le vrai sommeil. Parce que la qualité du sommeil est hyper importante. Même pour un adulte chef d'entreprise. Alors là, je suis en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'il faut dormir beaucoup pour être performant le reste de sa journée? C'est pas aussi évident que ça. Pour des professions intellectuelles. Mais pour un athlète, je te conseille de dormir quand même suffisamment. Là, ça dépend des personnes. Je ne vais pas te donner un nombre d'heures, ça dépend des personnes. Mais si tu dors 4 heures par nuit, il est évident que ton corps ne peut pas engendrer une charge de travail et pouvoir la continuer dans le temps. C'est-à-dire que là, forcément, tu vas arriver à la blessure. Alors, et puis tu vas y arriver très très vite. Hein. D'accord ? Parce qu'un athlète ne fonctionne pas comme un sédentaire. Un sédentaire, hein, quelqu'un qui ne fait pas de sport, ou très peu, sa dépense physique, il n'a pas à avoir du sommeil pour la combler. C'est son travail intellectuel qui fait qu'il va devoir se reposer. Donc je pense quand même, enfin moi je le vois sur moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup pour pouvoir faire des longues journées de travail. Mais un athlète, c'est pas pareil. Un athlète, il va falloir qu'il repose. Le sommeil permet vraiment d'avoir un repos complet de ses muscles et de son corps dans l'absolu. Si tu dors mal, ça va aller à l'encontre de tes entraînements et de tes matchs en termes de résultats. Je vois beaucoup, moi, de pros qui font systématiquement une sieste entre leurs 2 séances d'entraînement. Ou alors qui ont vraiment un temps calme s'ils ne dorment pas entre leurs 2 séances d'entraînement quotidiennes. C'est important, je pense. Maintenant, si dans leur rythme, ils arrivent à faire 10 heures de sommeil la nuit, je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire de sieste entre leurs 2 séances. Mais tu vois, 10 heures pour un adulte de sommeil, c'est beaucoup. Pour un sédentaire, c'est énorme. Donc souvent, en moyenne, on dit que les gens doivent dormir 8 heures. Un enfant en pleine croissance, il faut vraiment qu'il dorme plus. Et 8 heures, ça me paraît un minimum pour un jeune en croissance ou un jeune, un enfant jusqu'à la fin de la croissance. À mon avis, s'il ne dort pas 8 heures par nuit, sans jeu de mots, ça nuit. Alors, c'est des études qui sont véridiques. Il y a eu des études qui ont étudié la qualité et la quantité de sommeil chez des jeunes des banlieues parisiennes. Et l'étude révèle que quand des familles nombreuses ont des mauvaises qualités de sommeil, quand des jeunes ne dorment pas assez, ça interfère sur le développement de leur capacité intellectuelle. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Donc en gros, ça veut dire quoi? Je traduis vite fait. Tu ne dors pas assez, ton cerveau ne se développe pas assez,
et donc tu as des mauvais résultats scolaires. Eh oui. Donc là, je te parle de l'école, mais tu imagines si tu fais du sport en parallèle de ça. C'est-à-dire qu'évidemment, tu n'auras pas des bons résultats sportifs, évidemment, tu vas avoir une baisse de la concentration, puisque ton cerveau ne se développe pas correctement. Tout ça parce que, quoi? Tu ne dors pas assez. Ah oui. Pourquoi je dis famille nombreuse? C'est parce que là, je t'ai déjà parlé, l'environnement social, si tu as ton petit frère ou ta petite sœur qui te réveille tous les matins à 6 heures du matin et qu'il va te manquer tous les jours 1 heure de sommeil, tu vas le payer un jour. Et tu vas le payer très très vite. Tu vas le payer tout de suite par un non-développement de ton cerveau maximum. Tu vas aussi, il y a des études qui parlent de ça, tu vas aussi amoindrir ta croissance. Ça interfère sur la croissance musculaire osseuse, puisque le cerveau de toute façon est lié à tout. Donc si je ne dors pas assez pendant mon enfance, mon cerveau ne se développe pas, mon corps ne se développe pas à ses capacités maximum, je perds en concentration, j'ai des mauvais résultats scolaires, j'ai des mauvais résultats sportifs. Voilà. La totale, hein. Tout ça, pourquoi? À la base, pour un manque de sommeil. Ce qui est absurde puisque c'est pas difficile de dormir. Hein. C'est même ce qu'il y a de plus facile. Donc, ça reste vraiment absurde que ton environnement social t'empêche d'avoir une qualité de sommeil. Parce que derrière, ça a des conséquences, tu vois, qui sont dramatiques. Donc, peut-être qu'il faut que tu fasses attention à ça. Peut-être qu'il faut que tu organises ton entreprise différemment pour gagner en qualité de travail. Peut-être que comme beaucoup de gens, tu te couches trop tard, même en période comme en ce moment, ou en période de vacances. C'est pas bon. C'est pas bon de te coucher tard parce que tu es en vacances scolaires. Parce que regarde, planifie et tu verras que tu perds en quantité de sommeil. Donc tu perds en qualité de sommeil et donc tu vas perdre en qualité d'entraînement. Tu as plus de temps par jour en période scolaire, mais comme tu ne dors pas suffisamment, tu vas perdre en qualité d'entraînement. Ça, c'est la masse qui réfléchit comme ça, enfin qui ne réfléchit pas et qui fait ça. C'est pas parce que c'est un jour férié, c'est pas parce que c'est les vacances scolaires que je dois complètement changer mon rythme, que je dois dormir 6 heures au lieu de 8 heures, que je dois me lever à midi et faire n'importe quoi toute ma journée. Alors du coup, j'ai commencé à enchaîner déjà. Est-ce qu'il faut que tu fasses des pauses dans ton programme? Je parle de programme annuel. Comment planifier à l'année? Est-ce qu'il y a des moments, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, est-ce qu'il y a des moments où je dois moins m'entraîner, etc. Évidemment, donc, tu dois t'adapter. Tu dois essayer différentes formules. Tu peux pas savoir tant que tu n'as pas fait. C'est une règle fondamentale. Donc, essaye des trucs.
Si tu t'entraînes comme les autres, tu ne deviendras pas différent. Ne fais pas toujours tout ce qu'on te dit. Peut-être qu'il y a des trucs que je t'ai dit qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher, d'autres choses que Patrick va te dire, d'autres choses que tu vas entendre dans le cercle. Fais un mix de tout ça. Et pour toi, il faut essayer des choses. Je te décrirai la formule que j'ai trouvée, moi, pour perdre du poids, et la formule que j'ai trouvée pour perdre du poids, elle ne ressemble à aucune autre que j'ai pu entendre ou lire. Et elle a marché pour moi. D'accord? Donc, ton programme, ce qui est sûr et certain, c'est que ton programme, là, je peux te le dire, je peux te l'assurer, il ne sera pas comme le programme d'un autre joueur du cercle. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, tellement, que tu ne peux pas avoir le même programme qu'un autre joueur du cercle. Vous pourriez discuter ensemble de vos programmes. Ce serait très intéressant. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait des volontaires dans le cercle qui soient OK pour discuter de leur programme sur Skype avec moi. Mais il faut que tu aies fait ton programme avant ça. Je ne dis pas qu'il faut que tu aies ton programme à 100% fait. Mais il faut que tu aies réfléchi à ton programme, que tu aies posé les bases de ton entreprise et de ton programme, que tu aies planifié sur un an ton programme, que tu saches à 99% qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ton programme. Et moi, on va en discuter, tu vas nous expliquer, tu vas expliquer aux autres membres du cercle ton programme. On fera une vidéo Skype, une petite interview comme celle faite avec les joueurs. Et puis, je vais te poser des questions. Donc, je vais t'aider dans la construction de ton programme. D'accord? Je prendrai quelques joueurs. Pour choisir, il faudrait quand même que j'ai quelques lignes sur ton programme. Donc tu m'envoies un petit mail où tu mets dans le groupe un petit peu des éléments pour que parce que je ne vais pas pouvoir faire l'interview de tous les membres du cercle pour le programme. D'accord? Donc si tu es dans le premier cercle et que tu m'écoutes, là par contre c'est vrai que je peux le faire pour plusieurs membres du premier cercle puisque vous êtes les premiers, mais dans l'absolu, pour la suite du cercle, je ne pourrai pas, je ne vais pas interviewer tout le monde. Ok? Donc, je prendrai pour la suite du cercle, le deuxième cercle et la suite, des programmes différents ou intéressants. Je jaugerai. Donc, vous me faites un petit descriptif, votre niveau de jeu, etc. Vous m'envoyez un petit email, coach@david-bonnel.com et je vous dirai ou pas si je vous interviewe sur votre programme. Ça donnera des exemples pour les autres. Je pense que ça sera très intéressant. Parce que certains sont peut-être un peu perdus avec tous ces éléments. Et puis, mais sachez que chaque programme, tu ne peux pas copier-coller le programme de quelqu'un. C'est impossible. Tu n'as pas le même âge que lui, tu n'as pas le même niveau de jeu que lui, tu n'as pas la même expérience, tu n'as pas la même expertise, tu n'as pas les mêmes besoins en termes de sommeil, de digestion, de tout. Tu n'es pas dans le même milieu social, tu ne vas pas dans la même école, tu n'as pas le même nombre d'heures de transport scolaire. Ok? Donc, voilà, pense à faire ça. Et donc, faut-il faire des pauses dans son programme?
Je ne peux pas être certain de la réponse. Ma réponse, tu vas voir, j'ai plusieurs types de réponses. Je suis tenté comme ça tout de suite de dire non. Attention, quand je dis programme, hein, c'est sur 365 jours, voire même sur plusieurs années. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de travailler. Je parle là des coachs ou des professions intellectuelles qui ont l'habitude de travailler beaucoup. Mais pour un sportif, c'est la même chose. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Sans doute, il faut moduler. Sans doute, il faut adapter. Sans doute, il faut baisser ton volume. Sans doute, peut-être des fois, il va falloir changer de sport. Eh oui. Mais il ne faut pas s'arrêter complètement. Je te donne un exemple. Je pense par exemple que sur la période estivale, pour un Français par exemple ou un Canadien, au mois de juillet par exemple, c'est assez intéressant par rapport au fait que ça soit vraiment le milieu de l'intersaison. Je pense que si tu as fait 11 mois d'intensité, je dis bien si tu as fait 11 mois d'intensité, que tu t'es entraîné, allez, 6 jours sur 7, avec au moins 12 heures d'entraînement par semaine, je pense que tu dois faire 1 mois sans basket. Et je dis bien 1 mois sans basket. Ou alors faire un petit peu de routine de dribble, mais vraiment aucun entraînement d'intensité, aucun match, aucun playground. Tu dois te mettre au repos. Mon ami Jean-Claude de Lille est préparateur physique de haut niveau. Je ne veux pas te parler trop de lui aujourd'hui, mais sache que c'est un grand monsieur pour moi dans le sport français. Son fils est basketteur. Son fils a 11 ans, il est basketteur. Je pense que ça sera un futur grand basketteur. Surtout s'il suit les conseils de son père. Jean-Claude, qui est spécialisé dans tout un tas de choses, pas dans le basket, mais dans tout un tas de choses, qui a eu entre ses mains Evan Fournier et des tonnes de champions d'équitation, de champions du monde de ski, etc. Ouais, juste ça. Hein. M'a dit l'année dernière, oh, moi, pendant les vacances, je fais comme pour les chevaux, je mets mon fils au pré. Il parle, lui, du monde de l'équitation, parce que dans le monde de l'équitation, les chevaux de course, les chevaux de très haut niveau, qui gagnent des millions d'euros dans les courses du monde entier, il y a une expression qui dit « on met son cheval au pré », c'est-à-dire qu'on le met au repos, dans un pré, alors que c'est un athlète, hein, c'est un athlète de haut niveau préparé pour la compétition comme tout athlète, eh bien on le met au total repos pendant un moment donné. Et il me dit que il a mis son fils au pré, donc il l'a mis au repos pendant la période estivale, et ça voulait dire que, par exemple, son fils ne faisait plus de basket et ne faisait que jouer avec ses amis, faire de la piscine, faire du mini-golf, faire tout un tas d'activités des jeunes de son âge. Il avait 10 ans, hein.
Je rappelle le contexte. Hein. Il avait 9-10 ans hein, quand cet épisode est arrivé. Mais vous voyez, l'important, c'est, c'est pour éviter la saturation mentale, pour remettre le corps dans une bonne dynamique, pour faire un reset. Un reset, c'est très important de faire un reset. C'est remettre les pendules à zéro, un reset. C'est ça que ça veut dire, hein, quand tu resets ton modem à la maison, quand bientôt les banques, l'économie mondiale va faire un reset pour annuler les dettes de tous les États parce qu'il y a tellement de dettes accumulées qu'on va bien falloir faire quelque chose. Ah oui, tu n'étais pas au courant, bah maintenant tu le sais. Tu verras dans quelques temps ce qui va se passer. Voilà, remettre les pendules à zéro. Ton corps, après 10 ans d'entraînement de basket à haute intensité, je te garantis qu'à un moment donné, il va te demander un reset. LeBron James, là, depuis 1 an, il aurait bien besoin d'un reset. Son corps est fatigué. Ce corps en a marre de s'entraîner. Il faut écouter son corps. À un moment donné, quand les blessures commencent à arriver chez quelqu'un de très bien préparé, c'est que le corps, il n'en peut plus. D'accord ? Tony Parker, hein, je te rappelle la blessure qu'il avait eue sur ce qui est fou. Je pense que tu as cette image en tête, hein, lorsqu'il fait son move, son fameux teardrop, son ligament pète. Si je me souviens bien, c'était sa dernière année à San Antonio avant qu'il parte à Charlotte, sur la fin de sa carrière. D'ailleurs, je pensais qu'il allait raccrocher à ce moment-là. Et non, il est revenu et puis il a refait. Mais Tony, son corps était fatigué. Il avait une fissure. Il avait une fissure au tendon d'Achille. Je crois que c'était le tendon d'Achille. Hein. Il avait une fissure. Comme Kevin Durant, son corps est fatigué. Et au bout d'un moment, le corps lâche. Ok, donc, si tu veux éviter ça, c'est possible. Hein. Mais il va falloir être très très bon dans ta planification parce que tu vois que des cas de joueurs de très haut niveau, alors ils ont d'autres contraintes, hein, parce que tu ne peux pas demander à Kevin Durant qui vend des millions de chaussures d'arrêter de jouer. Hein. C'est ça qui est compliqué. Eux, ils ont des pressions financières et contractuelles qui font que ça interfère dans leur entreprise. Hein. D'ailleurs, il y a un très bon reportage sur Kevin Durant que je te recommande, qui a dû être filmé C'était quand il était à OKC et qu'ils avaient perdu. C'est la transition de saison entre les deux. Et on voit justement son organisation d'entreprise. On voit que ce sont ses potes d'enfance qui gèrent sa vie d'athlète, par exemple. C'est sa gestion à lui de son entreprise. C'est comme ça. Et on voit ça. On voit ses entraînements, on voit pendant l'intersaison. Tape Kevin Durant, je sais pas, pré-saison, je sais plus exactement. C'est en anglais, hein, mais c'est un bon exemple. Voilà, hein, la blessure, la gestion des blessures. Il faut peut-être de temps en temps faire des pauses, mais ceci dit, moi par exemple, je trouve que les pros qui s'arrêtent le dimanche, qui font rien le dimanche, c'est pas bon. Il faut pas confondre faire des pauses et il faut pas confondre quand tu dois être en mode saison. Tu vois, si LeBron James, Tony Parker, ils se sont blessés,
c'est que le problème, c'est l'été, leur corps n'avait pas suffisamment de repos. Ils n'ont pas pu faire un mois de natation, tranquille, aller à la plage. Ils n'ont pas fait ça. Tony Parker, il avait toujours l'équipe de France, il avait toujours des entraînements. C'est ça qui a fait que... Et LeBron James, il a fait 9 fois de suite les playoffs. Et oui, entre un joueur qui fait les playoffs et un joueur qui ne fait pas les playoffs, et lui en plus il va en finale à chaque fois, c'est 110 matchs au lieu de 82. C'est 30 matchs de plus de très haut niveau à forte intensité, où il va jouer beaucoup. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il a joué beaucoup de matchs avec beaucoup de minutes. Donc, tu vois, là, ces joueurs-là se sont blessés parce qu'ils n'ont pas pu couper alors qu'ils ont les meilleurs staffs du monde autour d'eux en termes médicaux. Et des cuisiniers, et j'en passe, et des meilleurs. Mais on peut se blesser avec beaucoup moins que ça. D'accord? Mais pour moi, tu vois, ces joueurs-là ne s'arrêtent pas pendant la saison, par contre. Je crois qu'en moyenne, un joueur NBA qui ne se blesse pas, il a à peu près 5 jours sans basket entre août et la fin des playoffs. 5 jours. C'est pas un jour par semaine comme nos joueurs de Pro A. Arrêter son travail le dimanche, peut-être c'est bien pour les boulangers, quoique non, le pain de dimanche c'est important. Malgré ça, on a des boulangers qui arrêtent de travailler. Je te renvoie mon cours sur le travail, ça c'est le système français. C'est pas normal, mais un joueur de basket le dimanche, il doit faire du shooting. Il doit faire une séance. Il ne peut pas faire un break pendant sa saison alors qu'il veut des résultats. Il ne peut pas ne rien faire le dimanche. Et pourtant, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place. J'ai vu des équipes comme Paris Basketball qui vont s'entraîner à V1 Ball le dimanche. Les joueurs ne sont pas contents, hein. Ouais, mais ils devraient pourtant. Ils devraient se dire c'est une chance parce que dans mon organisation, dans ma programmation, c'est une très bonne chose. Je pense, moi, pendant la saison, un joueur pro qui fait un jour sans basket, je pense que c'est vraiment pas bon pour son rythme de travail. Je pense qu'il est préférable de baisser la quantité hebdomadaire, mais de garder un fond de travail tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être tu vas avoir la même quantité de travail. Peut-être qu'un pro, il va avoir 2 fois 2 heures, ça fait 4 heures par jour, ça fait 20 heures. 20 heures plus le match le samedi. Et le dimanche, ils ne font rien. Okay? Les 20 heures là, d'entraînement, eh ben, tu dégages 1 heure, tu enlèves 1 heure par exemple le lundi, mais tu mets 1 heure de shooting le dimanche. C'est mieux. Ça fait un jour où tu n'as pas d'intensité. Ça fait un jour où tu n'as pas, pour ces joueurs-là, d'impact physique sur ton corps, mais ton corps reste dans le rythme. Tu l'obliges quand même à faire 1 heure de shooting. C'est rien pour eux. Tu enlèves 1 heure d'entraînement à haute intensité sur le mardi, par exemple. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. Alors là, bien sûr, je redis, ça c'est pendant la saison. Pour garder le rythme. En NBA, ils sont tous comme ça. Je te dis, en NBA, ils ont 5 jours. Dans les 5 jours, il y a Noël.
le jour de l'an. Ok, le All-Star Game. Donc il y en a qui n'ont pas 5 jours. Ok, ça c'est ce que les coachs NBA laissent comme jour de repos à leurs joueurs. Depuis 3 ans, à cause de toutes les blessures en NBA, il y a plus de blessures, ils ont décidé de mettre tous les joueurs au repos. Enfin, non, je crois que les joueurs ne jouent pas pendant la semaine du All-Star Game. Ne jouent pas, mais ils s'entraînent. Donc si ton coach il a envie que tu fasses plus, bah du coup ils ne leur mettent pas d'entraînement, mais je pense que la plupart des coachs mettent des entraînements sur cette semaine-là. Après moi je pense qu'il ne faut pas ne pas mettre d'entraînement. Je pense que les joueurs sur cette semaine-là du All-Star Game doivent faire à faible intensité et puis aborder la phase cruciale de l'année, à savoir la fin de la saison et les playoffs en étant en forme. Donc tu ne dois pas couper ton corps en faisant 0 basket à des moments qui sont cruciaux pour ta saison. Mais la période d'été, où là c'est très différent, et que intellectuellement tu as peut-être besoin de reposer aussi ton cerveau, de faire autre chose que du basket. Des fois c'est bien de couper, tu vois, les chefs d'entreprise ont du mal à couper, hein, même le dimanche, leur travail. Des fois c'est bien de couper, vraiment. Moi c'est ce que je fais, une demi-journée par semaine, je ne fais pas de basket. J'ai dit une demi-journée par semaine. Je travaille tous les jours. Je travaille 7 jours sur 7. Je m'octroie une demi-journée. Moi, ça c'est mon rythme. C'est mon rythme qui est bon pour moi. Je te redis, chacun est différent. Il faut que tu essayes des choses dans ta programmation à l'année pour voir c'est quoi le meilleur rythme pour toi. Il y en a peut-être qui parmi vous auront vraiment besoin de faire un jour avec 0 basket. Peut-être, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Mais moi, je pense que c'est pas bon, mais peut-être que pour certaines personnes, ça sera mieux. Ce qui nous interpelle, ce qui nous intéresse, je te rappelle, c'est la performance.